spécifique, d'accord, de la mise en œuvre maintenant de tout ce que vous voulez développer à travers ce budget. Non, mais avant de vous répondre, vous parlez tout comme si on réinvente la roue. Dites-moi, vous, selon votre compréhension, quel est le secteur nouveau qui pourrait être un secteur qui soit plus en relation avec l'amélioration des conditions de vie de nos populations ou bien de développement durable du Bénin? Le secteur ne peut pas être nouveau, mais la mise en œuvre maintenant peut être... Exactement. Dites-moi, je vous retourne la question en vous demandant de me dire en quoi ce que je viens de dire est point par point ce qui s'est fait jusque-là. En quoi ce que je viens de vous décrire même est exactement ce que nous avons fait l'année dernière. Je viens de vous dire de façon claire que nous avons élaboré un budget qui tire son essence d'une politique économique et qui se décline à travers un certain nombre d'axes. Je viens de vous dire par exemple que nous avons fait des inscriptions budgétaires qui permettent de servir, c'est-à-dire de faire en sorte que les fonds puissent servir de moyens catalytiques. Ça, c'est des moyens innovants. Il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, on n'avait pas opté pour des systèmes de financement innovants, par exemple, comme les arrangements financiers. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, on n'a pas encore opté pour des questions de projets clés en main. Lorsque moi je vous parle de l'implication du secteur privé, c'est tout ça que je mets dedans. Et c'est des moyens actuels qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est fait par le passé. Alors, je peux vous le confirmer. Monsieur le ministre, faisons un feedback. Dans la loi de finances 2015, il y a par exemple cet aspect qui avait été soulevé, notamment la consommation locale. J'imagine que dans la loi de finances 2016, cela revient en bonne place. Est-ce que déjà une évaluation a été faite pour savoir si réellement en 2015 cela a été suivi? Parce que vous avez parlé de la consommation locale dans les universités publiques, dans les cantines scolaires. Mais sur le terrain, visiblement, ça n'a pas été fait. Apparemment, vous avez beaucoup les affirmations gratuites. Non, pas du tout. Vous dites apparemment, cela n'a pas été observé. Dites-nous, faites d'abord une évaluation de la chose. Nous avons fait une évaluation. Vous savez, nous sommes des gens sérieux par ici. Nous ne pouvons pas impulser une réforme et la laisser évoluer sans voir à quoi ça ressemble. Le ministère de l'économie et des finances, sur la base des orientations que nous avons données au début de l'année. Parce que vous savez, il faut comprendre, pour pouvoir apprécier les efforts d'un gouvernement, il faut comprendre le contexte dans lequel on évolue. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'engagements internationaux qui sont tels que, si ce n'est pas que nous imaginons beaucoup de leviers sur lesquels nous agissons, banalement, nous pouvons nous retrouver à des questions d'insuffisance de ressources. Parce que malheureusement, nous avons des charges qui croissent en fonction de nos besoins objectifs. Mais pendant ce temps, nous avons une économie qui, au fil des années, s'est très peu diversifiée. Donc, il faut pouvoir imaginer des leviers forts sur lesquels il faut actionner pour non seulement maintenir l'équilibre, mais de cet équilibre se projeter pour un avenir économique meilleur. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous répondre comme question? L'année dernière, nous avons dit, dans un contexte où nous sommes rentrés dans le tarif extérieur commun de la CEDEAO, et ce que veut le tarif extérieur commun de la CEDEAO, c'est que chaque économie soit forte pour pouvoir mettre quelque chose sur le marché régional. Et pour mettre quelque chose sur le marché régional, il faut pouvoir renforcer le tissu de production au niveau national. Nous avons essayé, nous, d'imaginer quelques leviers au niveau du gouvernement. Et ces leviers-là, c'est de faire en sorte que nous puissions orienter l'habitude des gens vers la consommation locale. C'est ainsi, par exemple, que nous avons imposé à toutes les administrations de faire en sorte que les commandes de mobilier proviennent de la production locale à hauteur de 60%. Que dans les cantines scolaires, les universités, les prisons, que tout ce qui est consommé soit de l'ordre de 80% de la production locale. Nous avons fait cette évaluation pour ce qui concerne les mobiliers. Ça a été atteint à un niveau raisonnable. La moyenne, c'est au moins de 50%. 50%. Pour une année, c'est-à-dire pour une année de mise en œuvre, ce n'est déjà pas mauvais. Au niveau des vivres, la moyenne est très importante aussi au-delà de 50%. Il y a cependant il y a des choses qui ne sont pas produites ici. Par exemple, les boîtes de conserve et consorts ne sont pas encore des choses qui sont produites ici et c'est déjà dans les habitudes de consommation des gens que vous ne pouvez pas changer d'une année à une autre. Il y a aussi des questions d'habitude dont il faut tenir compte. Donc, c'est vous répondre que ces mesures, nous les maintenons. Nous les reconduisons dans la loi des finances 2016, mais aussi, nous prenons de nouvelles mesures. À part, bien entendu, la mesure concernant la consommation locale, est-ce qu'il y a d'autres mesures, justement, déjà dans le budget de 2015, qui ont été reconduites? Et quelles sont ces mesures-là? Et quelles sont les mesures que vous allez rajouter maintenant en 2016? Oui, pour les mesures qui sont orientées vers la consommation locale, c'est tout ce que je viens de vous décrire. Pour 2016, nous ajoutons de nouvelles mesures.
toujours qui permettent de promouvoir la consommation locale. Par exemple, l'année prochaine, nous ferons obligation à toutes les administrations de s'approvisionner en bloc noté en cahier de fabrication locale au moins à 80%. C'est nouveau. C'est une obligation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous ayons des imprimeries qui produisent sur place, qui recrutent des emplois, c'est-à-dire qui font des recrutements qui sont obligés de supprimer après par faute de travail, pendant que nous avons des produits qui inondent notre marché. Nous ne disons pas qu'il faut fermer notre marché, mais il faut pouvoir concilier les deux. La consommation de ce qui vient de l'extérieur, qu'il faut allier avec ce qui est produit à l'intérieur. Nous faisons aussi l'obligation pour l'année prochaine que tout ce qui est produit d'entretien, les savons liquides et consorts, soit de fabrication locale. Ça, c'est les mesures que nous avons ajoutées. Ça, c'est pour ce qui concerne la consommation locale. Mais nous avons aussi pris des mesures pour accompagner l'industrie locale. C'est très important. Pour pouvoir atteindre le développement que nous souhaitons, il faut encourager l'industrie, l'industrialisation. C'est vrai, il faut avoir le courage de le reconnaître et de l'avouer, dans la nécessité pour nous de pouvoir équilibrer les comptes de l'État à travers les recettes, pour continuer à faire tourner l'administration, pour continuer à faire face aux besoins de toute la nation en attendant que les réformes de transformation structurelle que nous menons nous prennent. Nous avons pris des mesures qui, à des moments donnés, gênent l'industrie locale. Et nous avons pensé qu'il faut corriger tout ça, d'abord à travers la mise en place d'un mécanisme qui permette notamment aux industries du riz d'accéder à de la matière première à des coûts raisonnables. C'est déjà un mécanisme de compensation. Nous avons aussi fait en sorte que pour accompagner la transformation, nous avons étendu l'exonération aux produits, c'est-à-dire aux machines, au matériel de transformation des produits agricoles, halieutiques et même d'aquaculture. Donc aujourd'hui, ce n'est plus que le matériel de production qui est exonéré, même la transformation aussi est exonérée. Nous avons fait en sorte que pour les industries de production industrielle, c'est-à-dire pour les entreprises de production industrielle, le taux d'impôt minimum applicable sur les produits encaissables passe de 0,75 à 0,50%. Tout ça que nous mettons en œuvre, c'est pour pouvoir encourager les industries. Parce que plus nous avons des conditions d'incitation, plus les industries vont mieux se porter. Mais enfin, je ne peux pas être exhaustif, je vais me limiter à ça. Nous avons aussi pris des mesures fiscales pour inciter la création de l'emploi. Et ça, le président Boni y tient particulièrement. Vous savez, dans un contexte où l'administration ne peut pas tout consommer. L'administration ne peut consommer que ce qu'il faut pour se tourner. Mais le vrai emploi se crée par le secteur privé. Mais qu'est-ce que l'État fait pour accompagner le secteur privé? Le vrai secteur privé a créé de l'emploi. Nous y avons pensé. Et nous avons donc mis en place un mécanisme de crédit d'impôt pour des entreprises qui vont créer des emplois durables à partir de 2016. Et ça va de 1 à 5 emplois, vous avez un montant de crédit d'impôt correspondant. De 5 à 10 emplois, vous avez un montant de crédit d'impôt correspondant. Tout ça, c'est des mécanismes que nous mettons en place non seulement pour encourager les entreprises locales à mieux se rendre viables, mais pour pouvoir leur permettre aussi de créer des emplois qui soient véritablement des emplois durables. Et soyez rassurés qu'il y aura des mécanismes de contrôle. Il ne suffit pas de se lever pour aller dire créer un emploi pour avoir un crédit d'impôt. Il faut justifier cela par le contrat, par la déclaration de ces emplois à la CNSS et par d'autres moyens réguliers qui sont contenus dans la législation béninoise en matière d'emploi. Alors, outre tout cela, Monsieur le ministre, quelles sont les facilités justement que vous mettez en place pour aider justement les entrepreneurs à pouvoir très rapidement créer leur entreprise et dans les plus brefs délais? Ça, c'est au niveau des réformes qui ont trait à l'amélioration du climat des affaires. Et à ce niveau, aujourd'hui, le Bénin est un pays dans lequel il vous est loisible de créer un emploi en 1 heure. Et tout ça, ça suscite des coûts pour lesquels l'État a mis les moyens qu'il faut. Au Bénin, aujourd'hui, lorsque vous créez un emploi, ça fait partie des mesures de politique économique que nous avons inscrites l'année dernière dans la loi de notification de crédit aussi. Nous avons demandé à ce que les petites commandes de 0 à 10 millions de francs CFA soient consacrées, sinon soient faites auprès des PME tenues par les jeunes. À ce niveau, je dois vous dire qu'il y a eu une limite parce que nous n'avons pas suffisamment encadré pour dire de quel type de jeunes il s'agit, qui on peut considérer comme jeunes pour pouvoir bénéficier de ça. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à des cas où il y a des jeunes qui ont eu la chance, parce que certainement étant nés dans un environnement favorable, où il y a eu des conditions plus
plus reluisantes que d'autres, d'être jeune et d'avoir déjà un statut social suffisamment élevé. Ceux-là, il faut pouvoir les renforcer. S'ils sont de la classe moyenne, il faut assurer leur promotion pour qu'ils passent à la classe supérieure. Mais ce que nous visons ici, c'est ceux qui sont à la basse classe. Les jeunes qui viennent de sortir, qui vont trimer dans les mécanismes d'ANPE, des BPC et consorts, comment nous les prenons de leur statut actuel pour les reverser dans la classe moyenne. On n'a pas suffisamment encadré ça, mais cette année, nous prenons déjà des dispositions dans la lettre de notification de crédit qui est en cours de préparation pour pouvoir encadrer et que cette mesure leur soit strictement destinée. Oui, Monsieur le ministre, nous avons parlé du budget de l'État gestion 2016, nous avons parlé également des grands axes auxquels ce budget sera alloué, mais nous n'avons pas parlé de la mobilisation de ce budget-là. Quand on sait que le budget 2015 a été mobilisé grâce à l'économie béninoise et la fiscale, nous avons compté également sur la table ronde de Paris et d'autres aspects. Et le budget 2016, comment il sera du moins mobilisé? Comme vous le savez, nous avons un budget essentiellement fiscal depuis que le Bénin est Bénin. Ça n'a pas encore changé. Nous avons un budget d'un montant total de 1552 milliards de francs CFA qui est prévu pour être financé par des recettes budgétaires opérées à travers le cordon douanier à hauteur de 413 milliards de francs CFA. Au niveau de la fiscalité interne, via l'administration des impôts, à hauteur de 407 milliards de francs CFA. Et puis au niveau des recettes diverses au niveau du Trésor à hauteur de 111 milliards de francs CFA. Je vais vous faire aussi une précision pour vous dire que nous devons de plus en plus commencer par démystifier la douane. Parce que nous sommes dans un contexte de transition fiscale et la douane, au fur et à mesure que nous avançons, va voir son poids s'atrophier au profit des impôts. Parce que non seulement la transition fiscale nous impose un certain nombre de désarmements tarifaires sur le cordon douanier, le défi aujourd'hui que nous avons, c'est le défi du renforcement de la fiscalité interne. Et ça passe bien évidemment par le recul du périmètre de l'informel et une meilleure maîtrise de ce qui est supposé être formel en ce moment en vue d'un meilleur taux de pression fiscale. Et donc quand vous prenez tout ce que je viens de vous dire, nous sommes à une recette autour de 1037 milliards de francs CFA, y compris les financements extérieurs. À tout cela maintenant, pour pouvoir équilibrer le budget au niveau du montant de 1552 milliards de francs CFA, il faut ajouter les ressources de trésorerie qui constituent des autres opérations que le Bénin mène avec le marché financier et d'autres types d'opérations exceptionnelles pour pouvoir équilibrer son budget. Globalement, nous pensons que, à la lumière de ce qui se fait, et des mesures qui sont prises, c'est un budget raisonnable qui pourra être exécuté dans les conditions normales de recettes et de dépenses. Alors justement, nous allons, si vous le permettez, évoluer dans ce débat. Mais justement, parlant toujours de ce budget, en juin dernier, vous étiez au Parlement, vous avez présenté l'avant-projet justement aux députés, ils ont formulé beaucoup de recommandations. Quelles étaient ces recommandations et est-ce qu'elles ont été prises en compte finalement maintenant, alors que le projet est presque prêt pour être transmis à l'Assemblée nationale rapidement et nous allons partir aux élections? C'est le but de l'exercice, bien évidemment, c'est le but de l'exercice. La nouvelle procédure d'élaboration du budget, d'accord, oblige que cela commence par un débat d'orientation budgétaire. Initialement, le budget de l'État a été élaboré et c'est à l'examen que le député le surprend. La nouvelle loi impose au gouvernement de définir d'abord, au plus tard le 30 juin, des orientations budgétaires et de les soumettre au Parlement. Nous avons fait cet exercice-là et je dois avouer que les parlementaires ont fait de très bonnes recommandations que nous avons prises en compte parce que le but aussi, c'est de recueillir les desiderata des députés et de les verser dans les orientations finales. Et c'est ce que nous avons fait. Mais je ne finirai pas de parler du budget sans revenir sur un certain nombre d'aspects qui sont importants. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir comment le budget va être exécuté alors que nous sommes un État essentiellement avec un budget fiscal. Je viens de vous décrire comment ça va se faire. Mais comme vous le savez, les agrégats macroéconomiques d'un pays aussi, c'est avant et après tous ses comptes extérieurs. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme produit d'exportation qui nous permet de tenir nos comptes extérieurs, c'est le coton. C'est le coton. Et depuis un certain nombre d'exercices, comme vous le constatez, face à un certain nombre de désagréments constatés dans cette filière, l'État a pris ses responsabilités
pour dire je prends la gestion de la filière à titre transitoire, quitte à mettre en place une réforme éclairée qui permette à chacun des acteurs de pouvoir tirer le meilleur profit. Mais cette transition s'est mal passée finalement. Quels sont vos indicateurs? Allez-y, non, dites-moi vos indicateurs. On a vu les chiffres descendre pratiquement depuis 3 ans quand le gouvernement a repris la filière en main. Eh bien, vous me surprenez, vous n'êtes pas au bilan. De quel titre, de quel chiffre parlez-vous? Le gouvernement a repris. En 2012, par exemple, vous allez me dire si ces chiffres sont exacts ou pas. En 2012, par exemple, on a avancé près de 12 milliards de pertes. En 2013, on a parlé de 50 milliards. En 2014, on a parlé de 40 milliards. Est-ce que ces chiffres-là étaient... Ça, c'est des chiffres... bon, moi, je vous imagine au-dessus de ça. Hein. Ça, c'est des chiffres télécommandés et pas des gens qui ont intérêt à faire de la désinformation. Dans tous les cas, soyez rassurés laissez-moi vous dire une chose, soyez rassurés que pour ceux qui attendent que l'État sorte encore de la production du coton, ils attendront longtemps. Aucun État ne sort de la production du coton. Même aux États-Unis, le coton est subventionné, l'agriculture est subventionnée. L'État a commis l'erreur par le passé de se désengager du coton, qui est la principale culture d'exportation. Et nous avons vu ce que ça a donné. L'État va être présent dans la filière coton, mais l'État travaillera à faire en sorte que, ensemble avec les acteurs du privé, on puisse faire une réforme qui mette l'ensemble des acteurs, les producteurs, l'État et les privés, pour qu'on ait un cadre viable. Mais laissez-moi vous donner les vrais chiffres. Oui. Parce que vous êtes des journalistes. Je comprends que nous avons préparé l'émission, vous avez été informé de l'émission dans des conditions assez précipitées et vous n'avez pas pu beaucoup fouiller. Donnez-nous les chiffres. Les chiffres, oui. L'État prenait oui. Le contrôle de la filière coton dans un contexte d'une campagne caractérisée par une production d'environ 174 000 tonnes. D'accord? Oui. Avec une subvention avoisinant en moyenne les 12 milliards de francs CFA. Mais de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'a fait que croître de façon exponentielle. On est passé d'abord, dans un premier moment, à 240 000 tonnes, dans un deuxième moment, à plus de 300 000 tonnes, et à la campagne dernière, à environ 400 000 tonnes. Ce qu'il faut retenir, pendant que l'État prenait la campagne, les producteurs avaient autour de 10 milliards qui leur étaient versés. Nous, ce que nous calculons, ce qui importe pour nous, c'est qu'est-ce que l'État gagne en termes de ses recettes d'exportation, et c'est qu'est-ce que les producteurs gagnent. Mais je peux vous dire que ce que les producteurs gagnent, c'est passé du simple à 5 fois. Je ne vais pas dire qu'un chiffre. Donc aujourd'hui, les producteurs vivent mieux. Les producteurs, en tout cas... Ils vivent mieux. C'est ce que je suppose. En tout cas, pour quelqu'un qui gagne 10 000 et qui n'a pas gagné 50 000, la comparaison est nette et le choix est clair. Laissez-moi finir pour que vous compreniez correctement. On est passé d'environ 10 à 17 milliards versés aux producteurs à plus de 52 milliards payés cette année. D'accord? Et en termes de subventions, nous étions passés de à peu près 12 milliards à une vingtaine de milliards de francs CFA. Vous allez dire 12 milliards, c'est supérieur à 20 milliards de francs CFA. Mais je vous dirais simplement de faire le ratio. Il faut raisonner en termes absolus. Lorsque vous faites le ratio, vous faites 23 milliards ou 20 milliards divisé par 400 000 tonnes et vous faites 12 milliards divisé par 174 000 tonnes, vous vous rendez compte qu'en termes proportionnels, ce que nous mettons aujourd'hui est faible. En matière absolue, pendant que la filière était tenue par les privés, quand vous faites 12 milliards sur 174 000 tonnes, je prends ce seul chiffre-là, vous êtes autour de à peu près 68 à 70 000 francs CFA par tonne. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que l'État n'a jamais... Non, laissez-moi pour qu'il y ait une traçabilité. Si vous faites comme ça, les gens ne vont pas suivre. Allez-y, monsieur. Vous divisez 12 milliards par 174 000 tonnes, vous avez un montant absolu autour de 70 000 francs par tonne. Quand vous faites 23 milliards divisé par 400 000 tonnes, vous avez un montant autour de 57 000 francs la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous subventionnons la tonne à environ 57 000, alors qu'hier, nous la subventionnions à environ 70 000. Je n'ai pris que 2 chiffres pour vous donner l'ordre de grandeur. Je ne dis pas que c'est la moyenne. Est-ce que vous voyez? Je vous donne juste l'ordre de grandeur. Pour vous dire que tout ce qui s'écrit dans la presse, vous savez, c'est télécommandé. Tout ce qui je ne sais pas, peut-être pas, il vient de faire des affirmations gratuites. C'est justement, je vais continuer à faire pas ceux qui ont intérêt, pas ceux qui ont intérêt, non, pas ceux qui ont intérêt. Non, laissez-moi finir. Pas ceux qui ont intérêt. Je vais continuer à faire ces affirmations qui ne viennent peut-être pas de moi, mais qui viennent des producteurs, d'accord? Vous connaissez quel producteur? Moi, je suis producteur moi-même. Est-ce que à cette date, le gouvernement doit encore aux producteurs?
nous ne devons plus un seul franc au producteur. Mais ce n'est pas ce qui se dit. Ah ben ça dépend de vos sources d'information. Moi, c'est nous qui payons les producteurs. Je suis en train de vous affirmer qu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement ne doit pas un seul franc aux producteurs. Maintenant, vos informations dépendent des milieux où vous les avez. Je viens de vous dire, il y en a qui ont intérêt à montrer que le gouvernement fait mal. Mais je voudrais dire que pour une nation responsable, ce n'est pas dans la désinformation qu'on bâtit les meilleurs systèmes. On bâtit les meilleurs systèmes dans des propositions concrètes. Monsieur Mitokwe, tous ceux qui viennent vous dire qu'on doit aux producteurs, il faut leur dire que c'est des gens qui sont très loin du monde de production agricole. On a constaté également que l'État, depuis que l'État a repris cette filière en main, que la production a baissé et que le privé produisait plus que l'État. C'est de la désinformation aussi? C'est de la désinformation. Je viens de vous dire, on est passé... ça, c'est de l'arithmétique. Je viens de vous dire, on est passé de 74 000 tonnes à 400 000 tonnes. Et vous dites que ça a baissé. Vous êtes dans quel ordre? Décroissant ou croissant? Avec les pertes chaque fois. Qu'est-ce que vous appelez perte? Dites-moi. Les producteurs le savent mieux que vous, et vous le savez. En plus, vous dites que vous êtes producteur. Non, dites-moi ce que vous appelez perte. Vous savez. Alors, non, dites-moi, je veux savoir. Vous savez, non, il y a besoin de comprendre aussi. Il y a besoin de comprendre. Peut-être que je n'ai pas la même appréciation que vous. Qu'est-ce que vous appelez? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de perte depuis que l'État vous savez ce qu'on a fait. Il n'y a jamais eu une production, il n'y a jamais eu d'activité économique sans casse. Est-ce que vous comprenez? Même du temps des privés, est-ce que tout ce qui est produit est entièrement vendu au port? Bien évidemment qu'entre le champ, les usines et le port, il y a toujours des taux de casse. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est extraordinaire. Je suis en train de vous donner les indicateurs de façon précise. Ce que nous gagnons, c'est bien ça. Combien le paysan gagne et qu'est-ce que nous faisons pour que de façon durable? L'État n'est pas venu l'État n'a pas pour vocation à produire du coton. L'État a pour vocation à créer un environnement favorable. Et c'est pourquoi nous vous disons que ce qui se fait est à titre transitoire. Mais cette transition ne va pas être sanctionnée par un retrait total de l'État. Ça, c'est fini, ça. Donc aujourd'hui, ce que les téléspectateurs pourront retenir là sur cet aspect de la chose, c'est que l'État ne doit rien aux producteurs et que l'État ne quittera pas justement la production du coton, mais associera également les privés pour que le travail puisse... Les privés et les producteurs. Et les producteurs. C'est très important. C'est très important. L'État ne doit rien aux producteurs. En tout cas, sur la base des chiffres, sinon des États qui ont été transférés au ministère de l'économie et des finances par les services compétents pour être payés. Tout a été payé. D'accord. Alors, éloigne-nous un peu, hein, Jean-Euti, si tu le permets, des champs.